Salut tout le monde et bienvenue à votre capsule 7.1 de ce cours de programmation orientée objet. On aborde maintenant le dernier chapitre de la session. Moment très émouvant. Ce sont les notions avancées, donc on va séparer ce chapitre-là en trois sections. La première section, celle qu'on couvre aujourd'hui, c'est la surcharge des opérateurs. Ensuite, on va parler de méthodes et d'attributs statiques et finalement de la gestion des exceptions. Donc, pour aujourd'hui, la surcharge des opérateurs, vous allez voir, c'est une capsule qui est assez longue et qui est assez aride parce que c'est beaucoup de l'énumération de chaque opérateur, comment on peut faire pour le surcharger. Chacun a sa petite syntaxe particulière qu'il faut simplement connaître. Donc, je vais faire des exemples concrets pour chacun d'eux, un après l'autre. Par contre, vous allez voir que une fois qu'on en a fait un ou deux, on commence à comprendre un peu la façon dont ça fonctionne. C'est toujours un peu similaire. Donc, ça peut paraître compliqué au départ, mais finalement, ça devrait devenir plus clair avec le temps. Donc, le principe de la surcharge d'opérateur, c'est tout simplement qu'on va redéfinir comment un opérateur fonctionne lorsqu'il utilise nos classes comme opérandes. Un opérateur, c'est quoi? C'est toutes les opérations qu'on peut faire avec C++, que ce soit opérateur arithmétique, relationnel, opérateur d'affectation. À chaque fois qu'on utilise un symbole, la plupart du temps, c'est un opérateur, par exemple, l'étoile pour la multiplication, le plus, le égal, le plus, les deux petits plus petits que quand on fait un cout. Donc, bon, tout ça, c'est tous des opérateurs. Et on peut leur demander de fonctionner différemment que d'habitude lorsqu'ils utilisent nos classes. Et ça nous permet d'avoir un objet à ce moment-là, une classe qui est parfaitement complète et qui peut être utilisée avec les opérateurs de la façon qui serait la plus logique possible. Par exemple, un exemple clair de ça et concret, lorsque vous utilisez le symbole plus, ça fait normalement une addition lorsqu'on l'utilise avec des nombres. Mais avec un string, le symbole plus va plutôt concaténer les deux chaînes et nous retourner une chaîne qui est l'addition des deux. Ce n'est pas une addition mathématique, c'est une autre forme d'addition qui est de la concaténation. Bien, ça, c'est parce que l'opérateur plus a été surchargé dans la classe string pour faire en sorte qu'on puisse faire ça. Nous, de notre côté, avec nos objets, on pourrait faire la même chose. On pourrait surcharger le plus pour dire que lorsqu'on additionne des chats, ça nous retourne un nouveau chat qui a le poids total des deux chats et l'âge moyen des deux chats, par exemple. Est-ce que ça serait intelligent de faire ça? Non. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Normalement, l'idée, c'est d'essayer de se trouver une application qui est cohérente et qui est logique, qui est intuitive. Le fait de concaténer des chaînes avec plus, il me semble que ça va de soi. Par contre, le fait d'additionner des chats pour obtenir un chat moyen entre les deux, ça a plus ou moins de sens, donc on ne ferait pas ça dans ce cas-là. Évidemment, ce ne sont pas toutes les classes qui vont s'appliquer à la surcharge de tous les opérateurs. Souvent, ça n'aura pas d'allure, donc on va juste le faire lorsque c'est pertinent et lorsque c'est utile. Donc, on va regarder ça un peu pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc ici, pour les exemples, j'ai créé la classe CBase, donc qui est une classe qu'on va utiliser tout au long des exemples. C'est une classe vraiment très simple. Je l'ai appelée comme ça parce que c'est une classe vraiment de base. Donc, elle contient un entier. Elle a un get puis un set qui retourne l'entier ou accepte un entier en paramètre et le set directement sans validation. Elle a un constructeur qui prend un entier en paramètre et qui va simplement le mettre dans son entier. Donc, c'est vraiment la plus basique possible. Et là, vous avez tout un paquet d'opérateurs qu'on va voir au fur et à mesure. Dans le CPP, par défaut, il n'y a rien pour l'instant puisque tout se trouve ici. Donc, c'est une petite classe extrêmement simple. Puis, dans mon main, ben, je peux me déclarer des objets comme ça. Donc, B et C sont des exemples de classe. Bon, on va suivre avec ça tout au long le PowerPoint qui va nous montrer un peu ce qu'il y a à savoir. Il y a des questions dans le PowerPoint. Je vais vous donner les réponses à mesure qu'on avance. Donc, déjà maintenant qu'on a fait la classe, l'opérateur arithmétique d'affectation. Donc, les opérateurs arithmétiques d'affectation, c'est ceux qui sont un opérateur arithmétique suivi d'un égal, comme plus égal, moins égal, fois égal, divisé égal. Donc, tout ça, c'est tout le même principe. Je vais vous en montrer un avec l'addition. On pourrait faire tous les autres de la même façon. Le principe, c'est que je veux pouvoir avoir, mettons, un objet comme celui-là de ma classe de base et faire base plus égal à 5. Ce que je voudrais, c'est qu'il ajoute 5 à l'objet base. Mais comment il va faire pour faire ça? Il faut lui spécifier, je veux que tu l'ajoutes à l'entier qui est à l'intérieur de la base.
Parce que par défaut, ça ne fonctionne pas. Si j'essaie ici dans mon main, j'ai ici B par exemple, si je fais B plus égal à 5, il va me donner une erreur de compilation en disant qu'il n'y a aucun opérateur qui correspond à ces opérandes-là. Parce que les opérandes, c'est une base, donc vous le voyez ici dans la petite bulle, une base plus égale à un entier. Donc ça, on n'a pas ça. Lui, il sait le faire avec des entiers. Par exemple, si je me fais un entier ici, I, on va se déclarer I comme étant un entier qui est égal à 6, ben là, je peux faire I plus égal à 5. Ça va marcher. Il va prendre 5, il va l'ajouter à la valeur qui était déjà dans I, puis ça va nous donner que I vaut 11 maintenant. Bien, c'est le même principe. On veut pouvoir faire la même chose que ça, mais avec des objets comme celui-là. Et là, l'idée, c'est que nous, dans notre tête, on se dit, c'est facile, il faut qu'il l'ajoute à notre entier qui est là. Mais lui, il ne sait pas que c'est ça qu'on veut. Peut-être que dans cet objet-là, il y a plein de différents attributs, puis qu'il ne sait pas ce qu'on va faire avec ça. Donc, il va falloir le lui dire. Et c'est ça le principe. Par défaut, lorsqu'on va écrire base plus égale à 5, lui, ce qu'il va chercher, il va chercher deux choses. Il va le lire comme étant, est-ce que c'est base point opérateur plus égal entre parenthèses 5? Donc, la première façon, c'est est-ce que dans la classe de base, il y a un opérateur plus égal qui est défini auquel je pourrais passer le nombre 5 et lui, en le recevant, il l'ajouterait à quelque chose à l'intérieur ici. Ou sinon, on y revient tout de suite après, un opérateur plus égal général qui ne fait pas partie de la classe, mais qui peut recevoir à la fois une base et un entier, puis là, faire la job comme ça. Donc, il va chercher un ou l'autre. Donc, nous, dans notre classe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, on va le définir à l'intérieur de la classe. On va lui donner une définition. Donc, l'opérateur plus égal, la grosse majorité des opérateurs, leur nom, c'est operator, suivi du symbole, tout collé ensemble, ça, c'est son nom. Donc, on va dire l'opérateur plus égal, qui est à l'intérieur de la classe CBase, est capable d'accepter un int. Et puis là, il va faire quelque chose avec ça. Ça va permettre au compilateur de l'appeler comme ça, en disant, OK, tu as écrit base plus égal à 5, je vais dire base point opérateur plus égal, et je vais lui passer 5, puis dans la base, il y a bel et bien un opérateur plus égal qui peut recevoir le 5, donc un entier. C'est comme ça qu'on va faire ça. Qu'est-ce que l'opérateur va faire concrètement? Il va faire ce que nous, on veut qu'il fasse avec ce nombre-là. Donc, c'est ça l'idée. Nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va l'ajouter à l'entier. C'est ça qu'on va faire. On va dire set ton entier comme étant égal à l'entier que tu avais au départ, donc get entier, plus la valeur. Va chercher ce que tu as, additionne la valeur et set-le à ça. Donc, si on avait 10, maintenant, 10 plus 5, ça donne 15. On va setter l'entier à 15. Et c'est réglé. Donc, ça, c'est très facile à comprendre. Il faut simplement connaître la syntaxe ici. Et un petit détail, l'opérateur doit retourner quelque chose. Et là, c'est toujours le cas. L'opérateur va tout le temps retourner quelque chose. Mais là, il va nous retourner quoi exactement? Ici, il nous retourne une référence à une base. Parce qu'il va nous retourner étoile 10. Rappelez-vous de ça. Étoile 10, on l'a vu quand on parlait de la trinité. 10, c'est un pointeur qui est toujours défini, qui pointe vers l'objet courant. Donc 10, il pointe vers moi. Moi, celui qui est en train d'exécuter ce code-là. Comme 10 est un pointeur qui pointe vers moi, étoile 10, c'est l'objet pointé par 10, c'est-à-dire que c'est moi. 10 pointe vers moi, étoile 10, c'est moi. Donc, return étoile 10, ça permet à l'objet qui est en train d'exécuter ça de se retourner lui-même. Parce que ici, quand on est dans l'opérateur ou dans n'importe quelle méthode, on ne connaît pas le nom de l'objet qui est en train d'exécuter ça. Puis même si on le connaissait, ce nom-là n'existe pas à cet endroit-ci. Il existe juste là où il a été déclaré. Donc, on a cette notation-là qui nous permet de manipuler l'objet lui-même. L'objet peut se manipuler lui-même ou se retourner lui-même. Donc, il va se retourner lui-même. Lui-même étant donc une base, c'est pour ça que le type de retour, c'est un C-base, parce que lui-même, c'est un C-base. Mais il va se retourner par référence. Donc, on ne veut pas qu'il fasse de copie, il se retourne par référence. Pourquoi on veut faire ça? C'est un petit peu comme on avait parlé dans la Trinité. L'idée, c'est que je peux vouloir faire ceci. Donc, je vais décommenter ce code-là ici. Je voudrais pouvoir faire C plus égal à B plus égal à 5. Et là, à ce moment-là, le 5 s'ajouterait à B et
le résultat du B s'ajouterait au C. Donc, c'est ça que je veux pouvoir faire. C'est pour ça que je veux avoir la possibilité, comme je veux pouvoir faire une cascade, je veux que mon opérateur se retourne lui-même pour qu'ensuite, on puisse le recevoir et l'ajouter à quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout le temps ça. Au pire, allez, si vous n'avez pas tout compris, retenez simplement que c'est comme ça que ça marche. L'opérateur plus égal ou tous les autres opérateurs arithmétiques d'affectation retourne étoile 10 à la fin et c'est donc le même type que la classe avec une éperluette parce que c'est une référence. Donc, c'est ça ici qu'on a. L'opérateur retourne une référence à l'objet courant pour pouvoir permettre la cascade. L'affaire, c'est que pour que cette cascade-là fonctionne, il faut aussi qu'il y ait un opérateur plus égal qui accepte une autre base. Parce que là, en ce moment, notre opérateur plus égal, il accepte un entier. Alors, quand l'entier a été ajouté à B, bien, B est modifié, puis là, c'est B qui va être ajouté à A. Donc, c'est une classe C base qui va être ajoutée à une autre classe C base. Donc, il va falloir définir ça si on veut pouvoir faire ça, ce qui n'est pas absolument obligatoire. Mais on va voir. Donc, comment je fais pour faire ça? Bien, ici, je vais dire, voilà, je déclare mon opérateur comme ça. Mon opérateur plus égal qui accepte un int et qui retourne une base, parce que ça retourne nécessairement une base, ça se retourne soi-même. Dans mon C++, je vais faire le même principe que je viens de vous montrer ici. Donc, j'ai la même chose. J'ajoute mon entier, ma valeur à l'entier, et je me retourne moi-même. C'est réglé. Une fois que j'ai fait ça, là, je suis capable, par exemple, de faire ceci. Donc, B plus égal à 5. Là, maintenant, ça compile, ça. Il est capable d'ajouter 5 à B. Puis là, ben, mon B devrait être passé à 10. Donc, on essaie pour voir ce que ça va donner. J'espère que ça va compiler parce que là, j'ai plein d'affaires commentées un peu partout. C'est pas impossible que je me sois mélangé. Ça va être un petit test. Donc, une fois qu'on a ça, normalement, on peut maintenant additionner des entiers à une base déjà existante. Puis, elle va se modifier en conséquence. Donc, voilà, ça marche. Plus égal, B est à 5, B est à 5 d'abord. Et ensuite, B devient 10. Puis là, le C, lui, il est resté à 10 et il n'a pas été modifié. Si je veux pouvoir faire ceci, C plus égal à B plus égal à 5, ça veut dire qu'il faut que je me fasse une autre version de l'opérateur plus égal. Et ça, c'est une petite leçon intéressante, c'est qu'on peut s'en faire autant qu'on en veut des versions de nos opérateurs qui acceptent différentes choses en paramètres. Donc, je peux y ajouter un entier. Je pourrais en faire un qui permet d'ajouter un string, par exemple, ça le concatènerait avec un nom à l'intérieur. Je peux me faire différentes versions, en autant que ça soit logique et cohérent. Je peux en avoir plusieurs. Ici, ben, je me dis, OK, j'en ai un qui accepte un int, et là, la base grossit avec ce nombre-là. Ben, je vais m'en faire un autre qui accepte une autre base. Et là, lorsqu'on reçoit une autre base, on va la passer en référence constante. Donc, comme ça, il n'y a pas de copie qui est faite, c'est rapide, puis on ne peut pas modifier la base qu'on a reçue. On peut juste se modifier soi-même. Puis ça va être le même principe. Cet opérateur-là va donc fonctionner comme ça. La même chose, il reçoit, par contre, au lieu d'un entier, il reçoit une référence constante à une base. Et il se set comme ça. Il dit, va chercher ton entier, plus l'entier de la base que tu viens de recevoir, et set ton entier à ça. Et après ça, n'oublie pas de te retourner toi-même, pour qu'on puisse faire encore des plus égales, plus égales, plus égales. Là, à ce moment-là, je vais enlever celui-là, ça se met à fonctionner. Donc, le 5 va s'additionner au B et la base B va s'additionner à C. Et là, si j'exécute le tout, qu'est-ce qu'on a? Hop, donc mon B était 5 au départ. Maintenant, B vaut 10 et C vaut 20. Parce que C était à 10 et il s'additionne au nouveau 10 du B. Donc, le 5 s'ajoute au B, B devient 10. Et le 10 s'ajoute au C, C devient 20. Donc, ça fonctionne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il y a une autre façon qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser pour faire notre opérateur plus égal. Plutôt que de le mettre à l'intérieur de la classe sous forme de méthode, on peut le faire sous forme de fonction globale, une espèce de fonction dans le main, par exemple, ou dans une autre CPP quelconque. Donc là, à ce moment-là, l'opérateur plus égal ne fait pas partie de C base. Il n'y a pas le C base de point, il est juste global comme ça.
S'il ne fait pas partie de ces bases, ça veut dire qu'il faut qu'il reçoive une base et ensuite un entier pour pouvoir modifier la base et y ajouter l'entier. Donc, c'est comme ça que ça serait fait. On dit, je reçois une référence à une base. Je ne la mets pas constante parce qu'elle va se faire modifier. Et je reçois un entier. Et là, je vais simplement dire, ben, va dans la base, set l'entier comme étant à base.getEntier plus la valeur. Donc, va chercher l'entier qui est dans la base, ajoute la valeur et set l'entier qui est dans la base à ce nouveau résultat-là. Et quand tu as fini, tu retournes la base. Parce que là, il ne se retourne pas lui-même, parce qu'il est global, il retourne la base qu'il a reçue. Et donc, ça retourne quand même une référence à une de ces bases. Donc, c'est un peu la même affaire, excepté qu'au lieu de le mettre à l'intérieur de la classe, puis qu'il se retourne lui-même et qu'il se modifie lui-même, on le met à l'extérieur de la classe et il reçoit la base et l'entier, puis il modifie la base, puis il la retourne. Pourquoi on voudrait faire ça? Bien, ça, c'est une possibilité qu'on a si jamais on veut modifier un opérateur pour une classe dont on ne connaît pas le code ou dont on n'a pas accès au code. À ce moment-là, on pourrait simplement se faire ça globalement en disant, bon, ben, je vais utiliser une C-base. Ce n'est pas un objet que j'ai créé moi-même. J'ai pris ça quelque part ailleurs. Ça existe déjà. Je n'ai pas accès au code. Mais je veux que quand je fais plus égal, je veux que ça puisse se faire comme ça. En utilisant des fonctions auxquelles j'ai accès à l'intérieur, des fonctions publiques. Donc ça marche parce que on n'utilise que des fonctions publiques. Et on utiliserait cette façon de faire-là lorsqu'on n'a pas accès au code. Si on a accès au code de notre classe parce que c'est nous qui l'avons fait, c'est pas mal plus simple et plus clair de le faire à l'intérieur de notre classe comme ça. Mais n'oubliez pas que les deux fonctionnent. Le compilateur va chercher ça. Si ça n'existe pas, il va chercher le deuxième, donc un opérateur plus égal global qui accepte une base et un entier. Puis s'il ne le trouve pas, ben, il va dire « je ne peux pas compiler ». S'il trouve celui-là, il va le prendre, sinon il va chercher lui. S'il le trouve, il va le prendre, sinon il ne compile pas. Voilà. Quelle est la définition de la méthode surchargeant un opérateur multiplié égal et comment on le ferait en fonction globale si on n'a pas accès au code de la classe? Mais c'est exactement la même affaire. Donc, je vais simplement le décommenter ici. Donc, si je fais fois égal, c'est la même chose que j'ai fait tantôt avec plus égal, simplement que c'est un fois. Et ici, à l'intérieur, je vais faire ça comme ça. Donc, c'est la même chose que tantôt. La seule différence, c'est que je vais faire un fois plutôt que de faire un plus ici. Si je voulais le faire à l'intérieur de la classe, je le ferais comme ça. Ah non, pas rapport. Donc, c'est exactement la même affaire, mais un fois à la place d'un plus. Donc, je pourrais ici faire tous les autres, diviser, soustraction, modulo, mais je ne les ferai pas. C'est du copier-coller. Donc, vous avez compris le concept pour les opérateurs arithmétiques d'affectation. Ensuite, d'autres types d'opérateurs, ben, les arithmétiques courants. Donc, par exemple, les simples plus, fois, diviser, moins. Donc, juste les opérateurs arithmétiques. Donc, je voudrais pouvoir additionner, par exemple, une base et un entier. Par contre, là, il ne faut pas oublier que la base plus l'entier, ça veut dire qu'on peut aussi faire l'entier plus la base. C'est commutatif, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, et je voudrais que le résultat puisse être affecté à une autre base. Bien là, à ce moment-là, je vais donc devoir me faire un opérateur plus qui reçoit une base et un entier, et un autre opérateur plus qui reçoit un entier et une base. Donc, ça a l'air un peu niaiseux. On dirait qu'on recopie deux fois la même chose. On fait juste inverser les paramètres, mais on n'a pas le choix de faire ça comme ça. Parce qu'on veut pouvoir permettre les deux. On ne veut pas que les gens soient obligés à tout prix de mettre la base en premier dans une addition. On voudrait pouvoir faire l'inverse si ça nous tente. Puis, ben, le compilateur, lui, il va juste regarder les paramètres dans l'ordre. Donc, quand on va faire base 1 plus 5, il va dire, OK, je cherche un opérateur plus qui reçoit une base et un entier. Et là, il va le trouver ici. Si c'est l'inverse, ben, il va prendre l'autre automatiquement. Cet opérateur-là, le plus, on est obligé de le mettre sous forme de fonction globale. On ne peut pas le mettre sous forme de méthode. Parce que, simplement à cause de celle-là ici. La première, on aurait pu, théoriquement, la mettre dans une fonction, une méthode. Mais la deuxième, on ne peut pas. Parce que la deuxième, ça voudrait dire qu'il faudrait aller modifier le code de l'entier. Parce que s'il cherche une fonction globale,
ça va, mais s'il cherche une méthode à l'intérieur du premier paramètre, il va chercher int.opérateur plus qui reçoit une base. Puis là, on ne peut pas aller modifier ça là. Donc, le premier, on pourrait théoriquement le faire sous forme de méthode, mais comme on a besoin absolument des deux, pourquoi pas les faire tous les deux sous forme de méthode de fonction globale. Donc, comment on va les faire, ceux-là? Bien, on va les faire en fonction globale directement dans le main ici, par exemple. Donc là, j'en avais d'autres des globales de tantôt. Donc là, je vais prendre ceux-là ici. Donc voilà, j'ai un opérateur plus. L'opérateur plus, il va recevoir une base et un entier pour pouvoir additionner l'entier à la base. La base, comme on n'a pas à la modifier, on va la passer en référence constante. On va toujours mettre des références, on ne mettra jamais de copie. Et on va toujours mettre constante quand on n'a pas à modifier pour être sûr qu'on ne puisse rien foquer par inadvertance. Et puis là, ben, on va simplement se déclarer un entier qui va être le résultat de base.getEntier plus la valeur. Puis là, on va se créer une nouvelle base qui va être conçue avec la nouvelle valeur et on va retourner cette nouvelle base-là. Parce que l'opérateur plus, il retourne quoi? Il retourne une base avec un son entier comme étant la somme de l'entier de la première base et la valeur additionnée ensemble. Il ne modifie pas la base qui est là. Il en crée une toute nouvelle. Parce que quand on va faire base 1 plus 5, ça ne modifie pas base 1. Rappelez-vous, si je fais y égale à x plus 5, x n'est pas modifié. C'est juste y qui est modifié comme étant le résultat de l'addition de x puis de 5. Donc, c'est la même chose ici. Je vais devoir créer une toute nouvelle base qui est le résultat de l'addition et je vais retourner cette base-là. Et là, cette fois-ci, je ne les retournerai pas en référence. Et là, c'est cohérent, c'est logique. Pourquoi? Parce que c'est un objet qui a été créé localement à mon opérateur et qui va arrêter d'exister quand l'opérateur a fini de faire sa job. Je ne veux pas référer à une affaire qui n'existe plus. Donc là, je vais retourner une copie, je n'ai pas le choix. Donc, c'est comme ça que ça marche. On va faire tout le temps l'inverse ici, l'opérateur plus qui reçoit la valeur et la base en deuxième. Et là, je pourrais faire la même chose, mais à l'envers, tout simplement. Mais je peux aussi ne pas me casser la tête puis dire, OK, ben quand on additionne un int puis une base, retourne le résultat de la base plus le int pour aller appeler l'autre opérateur qui est déjà fait. Donc ça, c'est une petite passe de paresseux qui fonctionne très bien. Mais sinon, si je ne veux pas faire ça ou si je n'y pense pas, je peux très bien fonctionner comme j'avais fait avant puis réécrire tout le code. Ou je peux aussi dire retourne le résultat de opérateur plus, entre parenthèses, base, virgule, valeur. Ça marche, ça, cette notation-là. Ce qui revient exactement au même que d'utiliser l'opérateur directement. Donc, c'est trois possibilités que j'ai. Moi, j'aime bien utiliser celle-là. C'est vraiment de loin la plus simple. Fait que là, en faisant ça, ben maintenant, dans mon main, si je vais voir dans le main lui-même, ben je peux commencer à faire des additions. Donc voilà. Je peux additionner B plus 5 ou 5 plus C. Je peux arranger ça comme je veux. Donc, si je le laissais ici, j'ai mon B qui, à ce stade-ci, est rendu égal à 10. Donc, rappelez-vous, B est égal à 10. Là, je fais l'addition. Si je prends B plus 5, ça veut dire que 10 maintenant, plus 5, ça donne 15. C vaut 15. Et après ça, C plus 5, donc ça va me donner 20. Puis effectivement, mon C est rendu égal à 20. Donc ça fonctionne. Je peux maintenant faire des additions à des bases. Donc ça, c'est quand même assez cool. C'est sûr que là, c'est technique tout ça, là, mais pensez que c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Puis finalement, c'est quand même nice parce que ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux utilisateurs de nos objets d'additionner des nombres à des objets. Donc c'est quand même assez cool. On passe à la suivante. Donc, évidemment, si je faisais des multiplications, je ferais exactement la même chose. Il n'y aurait pas de grosse difficulté là. Catégorie suivante, les opérateurs relationnels. Si je veux pouvoir comparer des bases pour savoir laquelle est plus grande que laquelle, je ne peux pas faire ça par défaut, comparer des objets, parce que le compilateur ne sait pas comment on va les comparer. Dans ce cas-ci, nous, on se dit, c'est évident, il y a un seul attribut, mais lui, il ne réfléchit pas comme ça. Il ne sait pas comment tu veux comparer ça. Peut-être qu'il y aurait plus qu'un attribut. Puis qu'est-ce qui fait qu'une base est plus grande qu'une autre dans ce cas-là? Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus grande qu'une autre personne? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est le nombre de caractères dans le nom? On peut décider
ce qu'on veut selon notre design à nous, en autant que c'est cohérent. Donc, comment on va faire un opérateur plus grand que? Bien, les opérateurs plus grands que, on va les faire à l'intérieur de la classe aussi. Donc, c'est base 2.2, opérateur plus grand que. La base va recevoir une référence constante à une autre base avec laquelle elle va se comparer. Et qu'est-ce qu'elle va nous retourner? Un bool. Parce que les opérateurs relationnels retournent tout le temps un bool. Ils retournent un vrai ou un faux pour dire est-ce que la base 1 est plus grand que la 2, vrai ou faux. Donc, il faut que ça retourne tout le temps un bool, un opérateur relationnel. Ça reçoit une base, référence, et ça se compare. Puis là, ben, c'est simple. On va juste dire return le résultat de get entier est plus grand que base.getEntier. Donc, toi, la base qui est en train de se comparer avec l'autre, va chercher ton entier et retourne le résultat de ça. Est-ce que mon entier est plus grand que l'entier de l'autre? Si c'est oui, ben, je retourne vrai. Puis si c'est faux, ben, je retourne faux, tout simplement. Donc, ça se fait directement. Cet opérateur-là, on va le mettre constant parce que c'est un opérateur qui ne modifie pas la classe elle-même. Il sert juste à se comparer puis retourner un booléen. On va le mettre constant pour pouvoir l'appeler même à partir d'un objet constant. On peut comparer des objets constants entre eux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est simple et logique. Est-ce qu'on aurait pu le faire sous la forme d'une fonction globale? Oui, on aurait pu. Je vous montre comment. On aurait eu tout simplement, je vous le trouve ici, qu'à faire ceci. Donc, une méthode globale. Tout simplement, c'est hyper simple. C'est le même principe que tantôt. L'opérateur plus grand que, qui ne fait pas partie de la classe ici, retourne quand même un booléen comme tous les opérateurs relationnels et il reçoit deux références à des bases. Puis il retourne le résultat de la comparaison de base1.getEntier plus grand que base2.getEntier. Hyper simple. Encore une fois, lequel des deux on prend? Est-ce qu'on le fait global ou on le fait dans la classe? Si je veux le faire dans la classe, je vais le faire comme ça. Donc je le déclare ici. Puis dans mon CPP, je le décommande là, donc je le mets là, comme ça. Ben, si j'ai accès au code de la classe, c'est pas mal plus clean de le mettre à l'intérieur de la classe. Si je n'y ai pas accès, je peux quand même modifier ma façon de comparer des objets dans une fonction globale. Donc, c'est tout le temps la même logique. Comment on va surcharger l'opérateur égal-égal? Je peux le faire encore une fois directement dans la classe ou sous forme de fonction globale. Je vais vous montrer dans la classe. Donc, dans la classe, c'est la même syntaxe exacte, sauf que c'est l'opérateur égal-égal. Puis encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. Je vais simplement faire ça. C'est la même chose, mais je mets un égal-égal ici. Donc, vous comprenez que je peux toutes les faire comme ça. Plus petit que, plus petit ou égal, plus grand ou égal, différent de. Le différent de, souvent, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appeler comme ça. On va dire, OK, différent de, tu reçois une base à laquelle tu te compares. Retourne le contraire de la comparaison entre moi et la base. Donc, est-ce que étoile 10 est égal à la base? Retourne l'inverse de ça. Donc, ça, c'est une possibilité qu'on a pour utiliser l'opérateur qu'on a déjà fait. On pourrait réécrire tout simplement le même code ici. C'est comme vous voulez, là, je vous montre simplement une deuxième façon de le faire. Évidemment, pour que ça marche, il faut aussi le déclarer ici. Voilà, donc j'aurais pu faire la même chose pour tous les autres. Je peux le faire de façon globale aussi de la même façon. Là, je pense que vous commencez à catcher le concept. L'opérateur d'affectation, on l'a vu lorsqu'on parlait de la Trinité, permet tout simplement d'affecter une base dans une autre base. Donc, on va le faire comme ça. L'opérateur égal à l'intérieur de la classe, celui-là, on est obligé de le faire à l'intérieur de la classe, reçoit une référence constante à une autre base et va simplement se setter pour être pareil comme l'autre base qui est ici. Donc, il va comme se copier tous les attributs comme ça. Et après, il va se retourner lui-même en référence. Encore une fois, pour pouvoir faire base 1 égale à base 2 égale à base 3. Donc, on pourrait en faire plusieurs comme ça en cascade. Donc, une fois qu'on a fini, on se retourne pour pouvoir être affecté au suivant. Donc, je passe rapidement puisqu'on l'a déjà vu, puis ça commence à être un peu redondant dans cette capsule-là. Donc, que retourne cette méthode? Je viens de le dire. Aurions-nous pu écrire la surcharge de cet opérateur-là sous la forme d'une fonction globale? Non, parce que l'opérateur égal doit faire partie de la classe elle-même pour pouvoir modifier la classe et c'est essentiel pour faire partie de la Trinité. C'est trop important pour être laissé à l'extérieur comme ça. Donc, un petit truc ici. Si, mettons, je fais base 1 égale à base 1,
qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Normalement, théoriquement, il serait supposé comme rien se passer, en fait, puisque je me copie dans moi-même, donc ça ne devrait rien changer. Est-ce que c'est vraiment essentiel de faire ça? Ben oui, ça l'est uniquement lorsqu'il y a des pointeurs. Donc, lorsqu'il y a des pointeurs à l'intérieur de notre objet, c'est là, d'habitude, qu'on redéfinissait l'opérateur égal. Rappelez-vous, si j'ai un objet qui pointe vers un autre, parce qu'il y a un pointeur comme attribut, et je l'affecte à un autre objet, un troisième objet ici, donc je ne veux pas que les deux pointent vers le même. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je disais, je vais prendre l'objet pointé, je vais en faire une copie, et je vais pointer ma copie vers l'objet copié. Donc là, je me retrouve avec 4 objets impliqués plutôt que 3. L'affaire, c'est que quand je l'affecte à un objet qui existe déjà, cet objet-là qui existe déjà, lui, il pointe peut-être déjà quelque part. Alors, il faut d'abord détruire où il pointe pour ensuite copier l'objet pointé et faire pointer mon objet dessus. J'espère que vous suivez le topo. L'affaire, c'est que si, dans ce cas-là, je fais base 1 est égal à base 1, la première affaire que je fais, c'est que mon base 1, je détruis l'objet pointé, puis ensuite, j'essaie de copier l'objet pointé, mais là, il n'existe plus parce que c'était le même et je l'ai détruit. Donc, pour se faire une petite protection contre ça, ça va être tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement rajouter un if. On va dire, est-ce que si this est différent de l'adresse de la base qu'on reçoit? Donc, la base qu'on veut copier, est-ce qu'elle est différente de nous-mêmes? Est-ce que son adresse est une adresse différente que nous? Donc, si oui, là, je peux faire mes affaires. Sinon, je ne ferai rien du tout. Je vais juste me retourner moi-même. Lorsqu'il n'y a pas de pointeur, on n'est pas obligé de faire ça. S'il y en a, là, on est absolument obligé de le faire. Donc, voilà, ça règle le cas de cet opérateur-là. All right, on progresse. Je sais que c'est ardu, je sais que c'est lent, puis qu'il y a beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de détails. Je n'ai pas le choix. Je vous le fais dans une seule capsule. C'est la dernière grosse capsule comme ça. On achève. Ensuite, l'opérateur d'insertion de flux, parce que oui, c'est comme ça que s'appellent les deux plus petits que qui servent dans Cout. Donc, l'opérateur d'insertion de flux, ça, ce qui est vraiment cool lorsqu'on le surcharge, c'est qu'on est capable d'afficher des objets simplement comme ça. Cout-moi un objet, puis il va, hop, s'écrire à l'écran l'objet. Il va s'écrire de la façon qu'on veut. On peut écrire le texte qui nous tente, on peut mettre les attributs séparés par des virgules, on peut faire n'importe quoi. Mais dès qu'on va faire Cout l'objet, il va s'afficher à l'écran. Ce qui n'est pas le cas par défaut, évidemment. Si en ce moment, j'essaye de faire un Cout d'un objet, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, Cout C, hop, ça ne marche pas. Donc, là, ça ne marche pas pour les mauvaises raisons. Voilà. Là, ça ne marche pas parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ça. Il ne sait pas comment afficher un objet. Donc, comment on va faire pour faire ça? Ben, c'est un petit peu particulier. L'opérateur plus petit, donc l'opérateur d'insertion de flux, il va recevoir un OStream en référence, parce que les streams, c'est jamais copié, et il va recevoir une base en référence constante pour ne pas la modifier. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander au flux d'afficher ce qu'on veut. Donc, on va recevoir un flux. Si on fait Cout plus petit, base 1, c'est comme si ça appelait opérateur plus petit, entre parenthèses, Cout, virgule, base 1. Un petit peu comme la syntaxe du getLine. Au début, on a le flux dans lequel on lit, puis ensuite, on a la string dans lequel on veut écrire notre résultat. Ben, c'est la même chose ici. On a au début notre flux dans lequel on écrit, et ensuite, on a l'objet qu'on veut écrire. Alors, dans le flux, on écrit ce qu'on veut. Donc, moi, je décide que je vais simplement afficher l'entier. Ça va s'afficher comme ça. Petit détail important, on veut retourner le flux qu'on a reçu. Donc, on retourne un OStream en référence. Pourquoi? Pour pouvoir en faire plusieurs Cout. Cout plus petit que base 1, plus petit que base 2. Donc, si on veut en afficher plusieurs un après l'autre, il faut retourner le flux pour qu'il serve à afficher toute la cascade. Donc, c'est comme ça qu'on va faire ça. Je vous le montre dans mon programme ici. Celui-là est absolument obligé d'être global, donc comme une fonction du main. On ne peut pas faire autrement que ça. Je vous explique pourquoi ensuite. Donc, voilà. Il reçoit un OStream, il reçoit une base et il demande il envoie dans le OStream ceci. Ici, je l'ai fait dans le programme un peu plus élaboré. Donc, quand j'affiche un entier, il va écrire entier, 2 points, puis il va écrire l'entier.
Et après, il retourne le flux qu'il a reçu en référence. Donc ça va me permettre de faire des trucs comme ceci, par exemple, cout C. Je vais mettre un line. Donc ça, directement, je peux afficher mon entier, puis il va s'afficher de la façon que l'objet a défini. Entier 2.20. Donc ça m'évite de faire tout ça qu'on faisait avant. Je peux le faire directement en passant l'objet à cout, ce qui est quand même assez cool comme truc. Donc lui, je suis obligé de le faire comme fonction globale. Pourquoi? Parce que si je voulais le faire à l'intérieur de la classe, il faudrait en fait que j'aille modifier la classe au stream. Parce que c'est lui qui appellerait son opérateur en recevant une base. Si je le fais dans la base en recevant le stream, ça va me forcer dans le main à écrire quelque chose comme ça à la place de dire la base appelle son opérateur à laquelle je lui passe cout. Pas très instinctif, pas très intuitif, plutôt laid. Si je fais cout, voyons, je vais finir par y arriver, C, ben là, ça voudrait dire qu'il faudrait que je modifie le code de cout pour dire cout.opérateur d'indirection de flux et on lui passe une base. Donc, comme je ne peux pas modifier le code du cout de VoStream, ben, je vais le faire comme opérateur global qui reçoit les deux. Voilà pourquoi. Donc, on a les réponses ici aux questions. Il nous reste un dernier opérateur à faire, c'est les opérateurs d'incrémentation et décrémentation, le plus puis le moins. Donc, je voudrais pouvoir faire plus à une base pour que le nombre change. Et je veux pouvoir faire plus avant et plus après. Le plus avant et le plus après ne sont pas en fait le même opérateur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et là, je vais vous montrer quelque chose que peut-être vous ne saviez pas. C'était là dans le code depuis le début, je ne sais pas si vous aviez remarqué. Si je me fais un I, un J et un K, je mets 3 dans I, 4 dans J, et je fais quelque chose comme ça. K est égal à I++ plus J. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une affaire de même? Est-ce que c'est pareil que si je fais K est égal à plus I plus J? Là, c'est assez foqué. Le plus avant et le plus après, en fait, font une différence lorsque notre opérateur plus est utilisé dans une ligne qui contient d'autres opérations après. Donc, si je laissais ma démo, vous allez voir que ça ne fait pas la même affaire. Donc, ici, j'affiche I, J et K là, après mon opération. Ça me donne 4, 4 et 7. Donc, I++ plus J. Mon I++, mon I est devenu 4. Mon J est resté à 4. Mais mon K est à 7 et non pas à 8. Lorsque je mets le plus avant, là, il est à 8. Pourquoi? Parce que le plus, lorsqu'il est avant, il est prioritaire. Ça veut dire, fais d'abord cette incrémentation-là, le 3 devient un 4, et après ça, fais l'addition des deux et tu additionnes 4 plus 4, ça donne 8. Lorsque mon plus est après la variable, ça veut dire, fais d'abord l'addition de 3 plus 4, ça donne 7, ton K va te donner 7, et après, incrémente le I pour qu'il devienne 4 après coup. Donc ça, vous ne le saviez peut-être pas, mais le I++ puis le plus I, ça ne faisait pas tout à fait la même chose. Évidemment, quand on regarde le I, ça revient au même. Le I va devenir 4. Il passe de 3 à 4, c'est sûr. La seule différence, c'est lorsqu'on l'implique à l'intérieur d'un calcul. Et à cause de cette différence-là, ça nous force à surcharger l'opérateur de deux façons différentes. Il y a l'opérateur plus qui ne reçoit rien entre parenthèses. Et il y a l'opérateur plus qui reçoit un int entre parenthèses. Le simple mot int qui ne fera rien avec ce int-là. Le int qui est dans la parenthèse, il est juste là pour différencier les deux. La forme préfixée, plus i, de la forme suffixée, i++. Le int est suffixé. Donc, c'est un petit peu bâtard pour une espèce d'opération qui n'arrivera vraiment pas souvent, mais à cause de ça, on a deux opérateurs en réalité, deux versions de l'opérateur. Et lorsqu'on en fait un, on va vouloir faire l'autre tout le temps parce qu'on veut pouvoir faire les deux. On ne veut pas que quand tu fais base plus, ça marche, puis plus base, ça ne compile pas. Ça serait un peu étonnant. Donc, les opérateurs plus, comment ça marche?
ben, les deux ne fonctionnent pas de la même façon. Celui qui est préfixé, c'est lui le plus facile. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, parfait, augmente-toi de 1, donc va chercher ton entier, ajoute-y 1, puis set-toi à ça, et retourne-toi ensuite. Donc, retourne une référence à ta base, donc tu te retournes toi-même, comme on a vu dans d'autres opérateurs tantôt, pour que s'il y a des calculs d'impliquer, ben, une fois qu'il s'est retourné, le résultat va être additionné, ou en tout cas, il va être impliqué dans les calculs. Donc, ça, c'est le plus simple. On s'augmente de 1, on se retourne, puis si il y a d'autres calculs, ils seront faits après. Mais la forme suffixée, on veut que le calcul qui sera fait après soit fait dans le fond avant. Rappelez-vous, quand je vous disais ici tout à l'heure, lorsque je fais plus ici, il est fait en premier, mais lorsque je fais plus ici, il est fait en dernier. Ça veut dire qu'il va d'abord additionner i plus j, puis après, il va modifier le i. Comment on va faire ça? Puisque lorsqu'on retourne notre i non modifié, ben, on ne peut plus le modifier après parce que quand on l'a retourné, il est trop tard, on n'est plus dans l'objet. Ben, comment on va faire en réalité? C'est qu'on va faire une copie de notre objet. On va se créer un tout nouvel objet, que j'appelle temp ici, qui va se créer comme une copie de moi-même. Après ça, je vais me modifier, mais ce que je vais retourner, ça va être la copie. Donc, je me fais comme un backup de moi-même avant d'être modifié. Ensuite, je me modifie et je retourne mon backup qui n'était pas modifié, lui. Fait que comme ça, ce résultat-là, qui va être utilisé dans les calculs suivants, va être la version non modifiée de moi-même, mais en fait, après, j'ai été modifié. Je ne sais pas si tout le monde suit. Donc, ce que ça signifie, c'est que quand je vais retourner ma copie, je vais la retourner non pas en référence, parce que là, c'est une variable locale, mais comme une copie ici. À cause de ça, l'opérateur plus avec un int entre parenthèses, donc le suffixé, est plus lent que la forme préfixée. Parce que d'abord, il y a une copie à faire ici, et ensuite, quand il retourne une copie. Donc, c'est beaucoup plus lent qu'ici, où il n'y a absolument aucune copie d'impliqué. On fait juste se modifier, puis on se retourne en référence. Donc, c'est plus efficace. Donc, ça répond à la question, lequel des deux est le meilleur? Ben, celui-là est plus efficace à cause de ça. Évidemment, quand on l'utilise avec des entiers, c'est beaucoup plus rapide qu'avec un objet. Une copie d'objet, c'est plus long. Mais quand même, faire pas de copie, c'est tout le temps plus rapide que d'en faire une, peu importe de quoi on parle. Donc voilà, fait que ça, c'est un peu weird. Si vous ne l'avez pas compris, réécoutez ce bout-là, puis au pire, si vous n'arrivez pas à comprendre, mémorisez par cœur qu'il faut faire ça de même. Donc, le rôle du paramètre fictif, c'est simplement de différencier les deux formes. Donc, on ne s'en sert pas du paramètre, puis ça a juste à les différencier. Version plus rapide, je vous l'ai dit, et pour faire l'opérateur moins, c'est exactement la même affaire, mais avec une soustraction de 1 à la place. En résumé, et là on a 2 slides résumés, les opérateurs peuvent être sous forme de méthodes. Ils ont accès à tous les attributs de la classe. On doit pouvoir modifier la déclaration de la classe pour pouvoir les mettre là, évidemment. On ne peut pas le mettre dans une classe dont on n'a pas le code. L'opérateur égal ne peut être déclaré que sous la forme d'une méthode parce qu'il fait partie de la Trinité et il doit absolument modifier l'objet courant. Et là, les exemples, ben, la plupart des opérateurs peuvent être mis sous forme de méthode. Il y a seulement le égal qui est absolument obligé d'être fait comme ça. Les autres peuvent varier. Ensuite, les opérateurs sous forme de fonction globale ont accès seulement aux attributs publics de l'objet parce qu'ils sont dans le main. C'est utile dans des cas où on ne peut pas modifier la déclaration de la classe parce qu'on n'a pas ce code-là. L'opérateur plus petit, donc l'insertion de flux, ne peut être déclaré que sous la forme d'une fonction non membre, donc d'une fonction globale comme ça. Et puis, ben, les exemples sont là. Les autres opérateurs peuvent être faits d'une forme ou d'une autre selon ce qu'on veut faire. Généralement, on va les mettre dans la classe si on y a accès. Et finalement, voici les opérateurs qui peuvent être surchargés. Tous ces opérateurs-là peuvent être surchargés, incluant des opérateurs de conversion. Je n'en élaborerai pas là-dessus, mais c'est des opérateurs qui permettent de convertir un type à un autre. Ça peut tout être surchargé. Les seuls opérateurs qui ne peuvent pas être surchargés sont ces 5-ci. Le point avec une étoile et les 2 points, l'opérateur ternaire, que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, et le size of. Donc, en gros, on peut pas mal tout surcharger. Ceux-là, on ne les surchargera pas parce que ça ne ferait pas de sens.
Donc, voilà. Je sais que c'était long. Il y avait beaucoup de stock, mais une fois qu'on a compris la logique, l'idée, c'est ça là, que j'aimerais que vous catchiez, c'est qu'il y a une logique derrière ça. Puis quand on a compris la logique, on est capable de reconstruire ces opérateurs-là sans tout savoir par cœur. Et c'est cohérent tout ça. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas compris, on peut retenir par cœur, puis ça va. Donc voilà, maintenant, vous allez pouvoir gosser avec ça dans les exercices. Ça va vous permettre de pratiquer tout ça.